de combat. Et quand on aborde ces questions à travers le prisme de la littérature, on est un peu pris entre deux extrémités. Là, on est confronté à la thématisation de la violence extrême, de l'irreprésentable, de l'indicible. Et puis, de l'autre côté, cette question de est-ce qu'on peut guérir, est-ce que ça peut soigner de la thérapie. Et je crois ni à l'un ni à l'autre. Et je me heurte en termes de recherche aussi au fait que la littérature complexifie, bien sûr, toutes ces questions, mais elle peut faire aussi écran. Et par rapport à ça, la solution qui m'est apparue depuis quelques temps, c'est le travail interdisciplinaire. Et je suis vraiment frappée. C'était vraiment pas donné d'avance, hein, c'était pas du tout évident, mais je crois que là, le réseau AEF, le réseau FME ont fonctionné pour le coup, et on a eu au cours de ces 2 journées de vrais échanges interdisciplinaires extrêmement sérieux. Je crois que chacun campait dans sa discipline, mais avec des échanges comme tout à l'heure autour du site de Mimia, où on oubliait la discipline de l'un et de l'autre, des échanges extrêmement fructueux. Bien sûr, là je rejoins ce que disaient Jean et Olivette. Il manquait sans doute, il nous manque encore des disciplines, notamment le droit. C'est vrai que c'est aussi cette interrogation autour des réparations et le point de vue des juristes me semble extrêmement important. Donc c'est ça qu'on pourrait souhaiter, cette extension de l'interdisciplinarité, mais sans doute en reprenant ce fonctionnement-là, parce que c'est pas évident en fait à faire fonctionner l'interdisciplinarité. Il a été beaucoup question de réseaux déjà existants au cours de ces 2 journées. On peut espérer que d'autres réseaux, d'autres projets collectifs, parce que manifestement ça ne peut être que collectif. Ça ne peut être que collectif puisqu'il y a vraiment cet impératif de faire circuler les savoirs, d'échanges entre différentes traditions académiques, différentes épistémènes. Et je terminerai sans doute sur l'importance des traductions aussi. Et je crois qu'il faudrait trouver le moyen, tu parlais d'une publication en plusieurs langues, mais il y a aussi la nécessité de rendre les travaux accessibles et de développer ces traductions. Donc c'est un peu ce que je souhaiterais comme poursuite à l'entreprise de ces 2 journées. Merci beaucoup Yolène. À toi de terminer ce tour de table. Oui, comme j'étais le dernier à avoir présidé une table ronde, alors à mon tour, je dois dire qu'il me semble que l'entreprise qui a été initiée par l'AUF et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage était une entreprise salutaire, parce que pour la première fois, 2 institutions comme celle-là se mettent ensemble autour d'un sujet qui n'est pas simple, qui est le sujet de l'esclavage, et que de l'avis de tous, je pense, et les conclusions ici le montrent, et les discussions avec les membres de cette assemblée montrent qu'en fait, on n'a pas perdu notre temps, qu'on a pris en fait 2 jours qui sont 2 jours utiles, et je crois que ce sera utile à la fois pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et pour l'AUF, pour la constitution d'un réseau AUF, et pour l'avenir qui est l'avenir de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et je parle ici à la fois en tant que président du conseil scientifique de cette fondation et un des membres du panel. Moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est utile pour le conseil scientifique d'avoir participé à cette aventure, qui est une aventure intellectuelle sérieuse. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'il en sort une chose à laquelle nous sommes tous attachés, je crois, sur le partage des savoirs. Cela a été dit un tout petit peu ici tout à l'heure, à la fois sur les questions d'inégalité entre le Nord et le Sud, et aussi sur la spécificité qui est la spécificité d'un travail qui serait un travail africain sur les questions de l'esclavage. Et il me semble que c'est assez intéressant du point de vue de ce que j'appelle le partage des savoirs, le partage des disciplines, le partage des procédés, ou bien le partage des processus, ou bien le partage des expériences. Moi, j'ai été très sensible à l'importance qu'a pu prendre, et que prend d'ailleurs en Afrique aujourd'hui, les recherches autour de l'esclavage, sur 2 points au moins. D'abord parce que, et je leur rends hommage, les recherches autour de l'esclavage sont des recherches qui
ont avancé à grands pas en Afrique, contrairement aux apparences. Les questions fait des comparaisons entre ce qui se faisait dans les années 70 et ce qui se fait maintenant, c'est un saut qualitatif qui est assez important. Et c'est un saut qualitatif qui en plus a un prix qu'il faudrait prendre en compte, c'est le prix politique. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, ces histoires-là ne se font pas impunément. Et ce que j'ai cru entendre là, c'est effectivement un débat autour de la liberté qu'il faudrait d'abord poser en Afrique pour pouvoir travailler sur les questions de l'esclavage. Et si ce n'est pas en Afrique que ces libertés-là sont prises pour parler de l'esclavage, il me semble que ce à quoi nous sommes confrontés en dehors de l'Afrique, mais pas que, à savoir l'oubli par exemple de cette histoire, d'une certaine façon, j'allais dire que cet oubli-là se justifie par l'absence de liberté qu'il y a en Afrique de pouvoir travailler sur ces questions. Que par exemple on puisse retourner à chaque fois dans les histoires post-esclavagistes à l'histoire de l'Afrique que l'on aurait oublié me permet effectivement de pouvoir penser ici que ce travail de liberté là est un travail qui est salutaire parce que c'est un travail qui est un travail politique. La troisième chose que je dirais, c'est que ce travail est un travail qui en plus porte sur des sujets qui sont pas simplement inflammables, mais c'est des sujets qui sont nombreux. On pensait jusqu'ici qu'on connaissait l'histoire de l'esclavage, reconnaissant en sortant d'ici qu'on ne sait rien, en fait. On ne sait rien de l'histoire de l'esclavage, et ce n'est pas Chamoiseau qui, en fait, me démentirait. On ne sait rien de l'histoire de l'esclavage, et le simple exemple du Cameroun, puisqu'il y a beaucoup de Camerounais ici, le montre très bien. Les débats autour de Bimbia le montrent, les routes des esclavages en Afrique, les routes du Sahel, par exemple, en Afrique, qui en fait, complète ces routes de l'esclavage, montre bien qu'on ne sait rien. Mais on ne sait rien, et c'est peut-être là la raison pour laquelle la recherche sur les esclavages doit être toujours des recherches qui portent sur l'interdisciplinarité. On a dit qu'il manquait des juristes, mais je dirais qu'il manque tout. Il manque des médecins, il manque des anthropologues, il manque des philosophes, il manque des ethnologues, il manque des linguistes, bien sûr, mais des linguistes dans toutes les langues, y compris celles qu'on ne parle même pas. J'avais dit qu'on ne s'est peut-être pas intéressé aux muets, hein, peut-être qu'il y en avait qu'on a déporté aussi. Peut-être le langage des sourds-muets peut-être important, mais je pense qu'il y a toutes ces sciences-là qu'il faudrait mobiliser, plus, j'allais dire, les sciences que nous devons fabriquer en plus pour pouvoir parler de ces esclavages. Je dis des sciences que nous devons fabriquer parce que la plupart des histoires de l'esclavage, ou bien la plupart des phénomènes qui sont des phénomènes de l'esclavage ne sont pas documentés, ça a été dit. Et les mémoires qui sont des mémoires qui en parlent sont des mémoires qui ne sont plus là, elles sont vives peut-être, elles se maintiennent sans doute, mais il faudrait sans doute encore imaginer les modalités disciplinaires qui doivent nous permettre en fait de parler de ces questions qui sont des questions de l'esclavage, les imaginer de telle sorte à ce que ces histoires soient des histoires indiscutables, qu'elles soient scientifiquement documentées et qu'elles soient scientifiquement acceptables. Je dis scientifiquement documentées parce que les questions autour de l'esclavage, et c'est un peu ce que j'ai entendu dans un certain nombre de communications, ces questions-là sont des questions qui, si on ne fait pas attention, peuvent se retrouver toujours dans des discours qui sont des discours ou politiques ou non documentés, les réseaux sociaux venant bien sûr, n'est-ce pas, complexifier encore aujourd'hui les discours que l'on peut considérer comme étant des discours scientifiques. Et si il n'y a pas de discours scientifique, c'est-à-dire des discours acceptables, il n'y aura pas de transmission de mémoire résolue, il n'y a pas de transmission de mémoire acceptable non plus. Alors la dernière chose que je voudrais dire, pour ne pas monopoliser la parole, c'est évidemment que je fais un plaidoyer pour la littérature, bien sûr, qui est sans doute la seule science, entre guillemets, qui permet de parler de choses que personne ne sait. C'est en fait la science de l'imaginaire. Là où il n'y a pas d'histoire, là où il n'y a pas d'historien, là où il n'y a pas de langue, là où il n'y a pas de langue, il faut inventer une langue. Et les seuls à pouvoir inventer une langue, c'est les artistes. Les seuls à inventer une langue, c'est les écrivains. C'est eux seuls qui sont capables, en fait, de nous expliquer ou d'imaginer ce qui a pu se passer à ce moment-là. En le disant, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Je ne fais que penser ici à quelqu'un qui, pour moi, est un sorte de modèle. C'est glissant, avec sa formule qui est celle-ci. Imaginez si vous pouvez. En parlant d'esclavage. Imaginez si vous pouvez. Et je crois que cette formule-là, imaginez si vous pouvez, peut s'appliquer aussi bien à la littérature qu'en science. Aussi bien à la littérature qu'au domaine de laboratoire que nous sommes en train, sans doute, de défendre ici. Il faudrait imaginer pour donner à savoir ce qui s'est produit au moment des esclavages, et c'est peut-être là qu'on sortira de cette sorte de tentation de refouler ou bien de tentation de l'oubli. C'est les petites choses que je voulais dire, en fait, à partir de mon panel. Bien, merci. Alors, on a la chance d'avoir, disons, une demi-heure, on va dire, pour vous, hein, pour réagir à ce qui a été suggéré tant par notre ami Séou que par la table ronde sur les suites à donner à ce colloque. Et donc la parole vous appartient pour toute suggestion dite de ce nom.
qui souhaite intervenir? Levez bien la main qu'on vous voit. Allez-y, monsieur. Vous représentez chaque fois parce que même si tout le monde vous connaît C'est pas. Oumar Moussa de l'université Abdou Moumoud de Niamey. Je remercie également les organisateurs pour nous avoir permis d'être à cette importante rencontre. Et ceci dit, je vais un peu parler de la situation des études au Niger par rapport à l'esclavage. En cela, je commence par remercier le professeur Tchoup parce que, en partie, moi, si je suis là, c'est grâce à lui. Puisque c'est lui qui a imaginé le projet Père Esclavage. Et moi, j'ai fait partie des étudiants qui ont eu à soutenir leur mémoire de maîtrise dans le cadre de ce programme de recherche. En cela, je lui suis vraiment très reconnaissant. J'ai également participé, toujours dans ce cadre, au colloque de Ouagadougou en 2009. Mais à l'époque, professeur Sek parlait de l'écurie du Niger. À l'époque, nous étions au moins 5 étudiants qui travaillaient sur la question de l'esclavage dans le cadre du père. Donc, parmi les 5, 4 ont pu quand même soutenir leur mémoire de maîtrise. Et c'était une première au niveau de l'université de Niamey. Toutes les études antérieures, ceux de nos maîtres même, ne se sont pas intéressés spécifiquement à la question de l'esclavage. C'est des études générales, certes, ils ont cherché à aborder la question. Mais c'est avec Père, avec l'avènement de Père, qu'il y a eu au moins des mémoires de maîtrise consacrées spécifiquement à la question. Donc, moi, j'ai essayé d'avoir la tête dure. J'ai engagé aussi des travaux de thèse par rapport à la même thématique et que je compte soutenir, Inch'Allah, dans ce mois de novembre. Ce que j'allais dire, c'est vraiment une difficulté, puisque même pour m'imposer ce thème-là, ce sujet, au niveau du séminaire doctoral, j'ai eu toutes les difficultés avec le responsable. Pour savoir que la question de l'esclavage est vraiment quelque chose de difficile à aborder. Par rapport à l'approche, les gens ont parlé, ceux qui ont parlé de comment parler du statut de quelqu'un. Moi, comme je m'intéresse aussi à l'islam, dans mes enquêtes, je commence généralement par les questions d'islam. Jusqu'à amener la personne à prononcer lui-même le mot esclave. Et là, je sais que c'est un terrain conquis. Mais s'il ne prononce pas le mot esclave, là, ça va être difficile. Oui. Et c'est pour aussi dire que la question de l'esclavage est vraiment une question d'actualité au Niger. Avec le programme L'Eslan, entrepris en 2019, pour montrer que la question est d'actualité, je vais donner un exemple. Il y a un homme libre qui a épousé une femme qui est esclave d'une autre femme. Donc, cette femme-là réside chez sa maîtresse. Le mari a tout fait pour qu'elle regagne le domicile conjugal, elle a refusé. Donc, elle et ses 6 enfants sont au service de cette maîtresse-là. Et le mari qui est là a raconté cette histoire à son corps dépendant parce qu'il ne pouvait pas. Il dit que la femme obéit plus au maître, à la maîtresse, qu'à lui qui est son mari. Donc pour montrer que vraiment c'est une situation qui est là, c'est une situation d'actualité, même si les chercheurs ne s'intéressent pas trop à la question. Il y a aussi une autre problématique, c'est l'après-recherche. Donc nous souhaitons quand même que tout ce qui a été produit puisse mettre à la disposition de la consommation, que ce soit du public universitaire ou du grand public. Alors je termine par ce point, je vous remercie. Merci, monsieur. Alors,
quelqu'un pour le micro, là? Ah, vous l'avez, allez-y. Oui, je voudrais remercier tout le monde et surtout vraiment les organisateurs de ce colloque et tous les présidents parce que j'imagine l'effort qu'il a fallu vraiment faire pour synthétiser tous ces travaux de sensibilité disciplinaire différents. Merci encore à eux, hein. Vraiment c'était formidable. Alors, je pense, hein, dans la suite du colloque, il faut vraiment l'imaginer itinérant. Parce qu'à mon avis, hein, il y a un besoin d'aller voir ailleurs aussi. C'est peut-être le premier colloque du genre sur ces questions-là, mais moi je l'imagine, hein, que ce soit dans le cadre des projets ou bien que ce soit dans le cadre d'une co-organisation encore entre l'AUF et la Fondation Mémoire de l'Esclavage. Je crois que c'est important que ce colloque puisse être un colloque itinérant qui permet également de découvrir d'autres lieux et aussi d'autres expériences liées à l'esclavage. Ça, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Merci. Merci beaucoup. Qui souhaite intervenir? L'autre? Oui. Bon, merci. Et je trouve qu'il y a déjà eu des propositions passionnantes et on ne peut qu'imaginer et espérer qu'ils vont se matérialiser. Je me demandais si c'était un choix explicite ou implicite de ne pas avoir des académiciens qui travaillent sur l'Asie. Parce qu'on trouve plein de questions de domination, de dépendance, des histoires qui sont très liées à l'esclavage aussi sur ce continent. Et il y a une production assez conséquente qui peut être inspirant aussi et qui devrait peut-être se rajouter à ce triangle qu'on a constitué ici maintenant. Le continent Amérique latine a été représenté, mais peut-être encore peu. Bon, il y a Jean, il y a Madame. Voilà, donc ça c'est une question que je me pose. Et autre chose, je crois que dans la divulgation de la recherche, on a aussi un support qui est le film documentaire que plein d'entre nous, ou en tout cas certains d'entre nous ont utilisé, qui ont expérimenté avec et qui peut être aussi une piste à poursuivre ou en tout cas quelque chose à prendre en compte pour éventuellement une prochaine édition où les gens peuvent aussi montrer leurs travaux et la façon. Parce qu'on vit dans un monde visuel et pour avoir un impact et surtout pour avoir des audiences plus diverses et parler à ces audiences, un article ne suffit pas, on le sait tous. Et peut-être un film documentaire parle mieux dans certaines situations, dans l'éducation, etc. Voilà, merci. Bien, merci. On va donner la parole encore à une ou deux personnes et puis vous réagirez. Oui, monsieur? Allez-y, un micro. Faites passer le micro. Ok, merci. En fait, moi, je voulais ici parler plutôt des perspectives après avoir fait l'état des lieux sur les études sur l'esclavage. Quand vous avez parlé de perspectives, vous parlez plus de l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord qui est représentée là-bas par la prof Olivette, je crois, c'est le prénom. Mais vous parlez moins de l'Amérique latine. Quand on parle de l'Amérique latine, quand on parle par exemple du port de Carthagène des Andes, qui était el puerto de, comment on appelle ça, la porte d'entrée des esclaves dans les Amériques. J'étais en train de discuter avec des chercheurs, des archéologues colombiens, qui me disaient qu'en Amérique latine, en fait, c'était l'esclavage de las haciendas, des haciendas. Ce n'était pas l'esclavage de plantation. Et dans les haciendas, il y a aujourd'hui, en fait, de la matérialité. Mais quand on parle de Carthagène des Andes, ici, on parle, en fait, Carthagène est inscrit comme patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on parle de l'immatérialité ici, on parle de la danse, on parle de tout ce qui tourne, tout ce qui est immatériel. Mais il y a de la matérialité là-bas que eux-mêmes, les Colombiens, n'ont pas pu décrypter, en fait, connaître ça.
et ils m'ont dit qu'il est nécessaire qu'il y ait un regard africain. Il faudrait essayer de penser les choses aujourd'hui par analogie. Il y a bien sûr les représentations de l'Afrique en Amérique latine et il est nécessaire qu'il y ait un regard africain pour comprendre ces réalités. Et puis quand il s'agit de l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire du monde. L'esclavage n'avait pas de limite. Donc je suis en train de calibrer un texte quand je vais le soumettre. Voilà, ne dites pas que moi je traite de l'Amérique latine et ne le refusez pas. Merci. Bien, merci. On va prendre encore une question, puis il y aura une deuxième vague. Il y aura une deuxième vague, ne vous inquiétez pas. Bien, merci. Moi, je voudrais juste indiquer un point relativement au débat qui a surgi sur le volet éducatif tout à l'heure. Je voudrais rapidement l'exemplifier à travers une situation qui s'est produite il y a quelques années au Tchad. Alors, c'est l'histoire d'un enseignant qui voulait passer sa leçon et en présentant la société du BET. Il dit, dans le BET, globalement, il y a trois catégories sociales. Une première catégorie, une deuxième catégorie et une troisième qui se trouve au bas de l'échelle, à savoir les Kamadia. Alors, du coup, il précise en disant que les Kamadia qui sont les esclaves des Toubou. Alors, les enfants Kamadia qui sont dans la salle, bon, ils essaient de réagir, ça chuchote, et ils racontent l'histoire à leurs parents une fois arrivés à la maison. Et le lendemain, ce sont des jeeps des militaires qui viennent encercler l'établissement. Et puis, c'est un incident. Et au lieu de désigner effectivement l'enseignant qui a dispensé la leçon, bon, par inadvertance, et puis bon, c'est plutôt un autre enseignant qui tombe sous les coups de balle. Alors, ça fait que si en Mauritanie ou bien au Niger, le sujet est au moins mis sur la table, ça se discute au point qu'il y ait même des lois d'affranchissement qui ont été votées. Dans d'autres pays, c'est encore le cas. Le niveau de débat n'est pas encore là. C'est mon collègue tout à l'heure a dit que bon, si nous décidons d'organiser un colloque sur l'esclavage au Cameroun, ça sera compliqué. Mais moi, je pense qu'il est davantage au Tchad. Voilà. Donc, il y a ces différents niveaux-là dont il faut qu'il faudra prendre en compte et peut-être élaborer, en tout cas, des méthodes plus spécifiques, plus élaborées quand nous sommes dans les salles de classe ou bien quand nous sommes en train de dispenser nos leçons. Donc, c'est le détail que je voulais apporter relativement à ces questions. Donc, merci. sur ces 5 premières questions, qui souhaitent intervenir? Je voulais juste intervenir pour corriger un point, pas corriger, apporter une explication sur l'absence de l'Asie, par exemple, qui a été évoqué tout à l'heure, et rappeler juste la manière par laquelle les panels ont été organisés. Je rappelle juste que par le biais de l'AUF, on avait fait un appel à communication, et donc ceci est le résultat des appels à communication. Donc on n'a sollicité personne en fait, dans la réalité. Si on avait voulu organiser un colloque qui était un colloque, j'allais dire, traditionnel, etc., on aurait sollicité des spécialistes bien connus, avec tous les galons qu'il faut. C'est peut-être pas le choix qui a été fait par l'AUF et par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je crois qu'on a bien fait. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est à propos de ce qui vient d'être dit sur le Tchad et l'enseignement. Je pense qu'une des leçons qu'on peut tirer sur le panel de l'enseignement de tout à l'heure, c'est que les mêmes problèmes se posent dans tous les pays, mais pas de la même manière. Évidemment, cela s'oppose, j'allais dire, le refus de l'histoire de l'esclavage s'oppose au Tchad. J'allais dire, peut-être pas exactement, mais les résistances, voilà, les résistances à l'histoire de l'esclavage s'opposent aussi bien au Tchad qu'en France, mais pas de la même façon. Aussi bien à la Réunion, à la Martinique, pas de la même façon. Ou alors en Haïti, puisqu'il en a été question justement ce matin, il y a aussi des résistances à parler de l'histoire de l'esclavage en Haïti. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait arriver à faire passer. C'est comment est-ce qu'on dépasse en fait ces résistances-là. Bien, quelqu'un d'autre du panel qui veut réagir? Benedetta?
Juste sur deux points. Alors, les aspects juridiques qui ont été mentionnés à plusieurs reprises, je veux seulement dire que à l'intérieur du projet AFRAB sur les abolitionnismes africains, le premier groupe, les premières conférences qu'on a fait, les premiers workshops et les premières publications qui sont déjà en train d'être dessinées avec des chercheurs africains et européens, sont sur les abolitions légales de l'esclavage en Afrique. Et là, c'est vraiment les abolitions africaines. Donc, par exemple, il y a un article sur le cas de la Tunisie qui abolit l'esclavage à l'interne de l'espace juridique tunisien en 1846. Il y a un article sur le sultanat du Zanzibar où différents sultans passent des édicts et abolissent la traite et après graduellement l'esclavage aussi dans le 19e siècle. Il y a un article focalisé sur plutôt la zone du lac Tanganyika où des concepts de loi coutumière commencent à influencer les idées d'abolition légale des missionnaires et donc dans des cas juridiques sont utilisés et influencent la juridiction. Et donc on est en effet en train d'essayer d'étudier les sources légales en langue africaine qui ressortent des abolitions indépendantes de sociétés africaines, de plusieurs sociétés africaines, pour faire une analyse de concepts légaux utilisés dans les langues africaines de ce contexte. Et c'est vraiment une sorte de travail. Il y a eu tout ce travail sur l'abolition légale de l'esclavage en Europe et dans le monde atlantique. Et ça, c'est un travail dans les systèmes juridiques africains, que ce soit la loi musulmane ou que ce soit même des lois coutumières, oralement transmises, comment on négocie juridiquement, quels concepts on utilise, comment on transforme les idées, comment parfois on est confronté à des concepts qui viennent de l'extérieur. Là, il y a un article préparé par Chaksen, sénégalais, un chercheur de l'UQAD, qui est en train de réfléchir à comment l'abolition française de 1848 est perçue par différents groupes dans l'espace sénégambien au moment où cette abolition passe. Donc une sorte de critique de concepts européens, comment ils sont vus et contrastés. Il y a un article par exemple sur l'espace Fante dans la Côte de l'Or, donc le Ghana actuel, où un groupe d'intellectuels Fante commence à contester l'abolition de la britannique parce que c'est une abolition qui ne donne pas une compensation aux propriétaires d'esclaves. Et donc là, c'est des gens qui publient dans des journaux, dans des publications, et qui contestent l'abolition légale au sein du monde britannique à partir de leur compréhension de la nature de l'esclavage, des droits des propriétaires d'esclaves, des droits des esclavisés. Donc il y a du travail spécifiquement sur les sources légales africaines, à partir de concepts juridiques africains, comment on pense l'abolition dans ces sources de façon comparative dans différents espaces africains. L'autre point que je voulais mentionner brièvement, c'est la linguistique. Je voulais seulement dire que la linguistique, comme on l'a dit tous ensemble, est énormément importante si on veut faire un travail approfondi sur les sources. Quand je parle par exemple d'une analyse de concepts légaux, de concepts juridiques propres à des langues africaines, il nous faut des spécialistes qui peuvent dire quelles sont les connotations morales, les connotations de certains concepts, d'une terminologie utilisée légalement, dans un espace légal, que ce soit une loi oralement transmise ou écrite. Donc la linguistique est importante, mais, et ce n'est pas pour dévaluer le travail des linguistes, mais il y a aussi un travail que les historiens peuvent faire, un travail critique de réflexion sur la terminologie des sources en langue africaine. Et je voulais mentionner un collègue que je respecte énormément, qui malheureusement n'était pas ici, Abderrahmane Ngaïdé.
c'est un collègue de l'UQAD qui a publié un livre, plusieurs livres, plusieurs articles, et lui, c'est un exemple, je dirais vraiment un exemple d'un historien africain qui fait cette réflexion sur la terminologie en langue, en Fulfulde, en Wolof, donc dans les langues, dans l'espace entre Sénégal et Mauritanie. Et cette réflexion qui nourrit son analyse historique est fondamentale pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand on parle d'esclavage, de post-esclavage, des connotations morales, de la façon dans laquelle les relations entre maître et esclave ou ancien maître et ancien esclave sont vécues. Et pas seulement il fait cette analyse critique de la terminologie de ses sources, mais il fait aussi une analyse critique du processus de recherche en pensant critiquement son positionnement et comment son statut en tant que chercheur peut influencer les types de réponses. Donc, il y a des recherches magnifiques, donc prenons-la un peu comme exemple et continuons ce travail qui, en effet, sort aussi du Sénégal. Merci beaucoup, Benedetta. Est-ce que personne d'autre veut répondre? Alors, il y avait une question qui était restée en suspens. Allez-y, monsieur Diallo. Micro, s'il vous plaît. Faut taper dessus. Ouais. Alors, je voulais insister vraiment sur l'Amérique latine. Parce que, comme l'a dit mon collègue, c'est très important de penser au Brésil. Au Brésil, à l'Angola aussi, parce que l'Afrique, quand on parle de l'esclavage, ici, on est réunis ici. Depuis hier, je tape sur le même clavier, sur le monde lusophone, qui, en termes que ce soit dans les littératures, que ce soit dans l'histoire de ces pays, il faut comprendre que l'esclavage est au cœur de la formation de ces nations. On prend l'exemple du Brésil. Le Brésil, 220 millions d'habitants. Et 54% de la population est d'origine africaine. Et donc c'est presque 100 millions d'habitants. C'est comme si on réunissait pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest en enlevant juste le Nigeria. On sait dire qu'en réalité, si, que ce soit dans la littérature, il y a une grande écrivaine afro-descendante qui s'appelle Conceição Evaristo qui a écrit sur l'esclavage au Brésil, un roman. Et en Angola, on a Agualusa qui a écrit sur Araïna Zinga. Je pense que ceux qui viennent du Cameroun ou bien de l'RDC doivent vraiment connaître l'histoire de cette dame qui est d'après tout le monde d'ailleurs, qui en réalité était la première, disons, même à pratiquer l'esclavage interne en Angola. Donc vraiment, voilà, je voulais insister là-dessus. Je ne vais pas aller très loin parce que le temps est précis. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées? L'autre? Micro? Micro, on peut passer le micro? Est-ce que vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît? L'autre, puis on prendra une dernière question de Tibrina. L'autre, allez-y. La dernière. Alors, oui, juste encore quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été abordé suffisamment lors de ces journées ici, et donc peut-être un sujet pour le futur, à part le concept d'archives ou l'approche juridique. À mon avis, c'est le genre. C'est peut-être un sujet classique, typique, mais quand même, on ne l'a pas vraiment vu ressortir, il me semble, sauf erreur de ma part. Si. Bon. Le genre, la communication de Jennifer. Vous répondrez après, Florent. Enfin, le CARE est quand même... Yolande, vous répondrez après. Ibrahima. Il faut taper dessus. Voilà. Donc, depuis que j'ai amorcé mon retour au Sénégal à l'an Covid, depuis 2019-2020, j'ai pris beaucoup d'étudiants
beaucoup d'étudiants ont pris des sujets sur l'esclavage. Mais le problème, ils arrivent en master, chacun a, comment on appelle ça, un iPhone ou un téléphone portable, mais ils n'ont pas d'ordinateur. Alors qu'il y a tellement de ressources, les ressources digitales qui sont là, comme les anglophones l'appellent la digital humanities, les humanités digitales, ils ne sont pas du tout dedans et c'est extrêmement difficile. Je me demande comment l'AEF pourrait apporter un soutien de ce point de vue-là. Parce qu'ils ne peuvent pas écrire un mémoire, un master, avec un portable. Certains le font. Envoie quelques textes, tout ça là, mais ça ne marche pas. Ouais. Merci. Bien, une dernière intervention, alors Ben Daouda. Peut-être taper dessus ou je sais pas quoi, ou appuyer sur le bouton. Là, ça va, c'est bon. Ouais. Ok. C'est plutôt tout ce que vous avez dit. Enfin, j'y souscris totalement. Et il y a des choses, il y a des propositions très pertinentes à ce sujet. Mais j'aimerais juste suggérer quelque chose par rapport à l'organisation de ces journées organisées par l'AEF et la fondation, c'est de ne pas utiliser le terme colloque, parce que les colloques, il y en a beaucoup à travers le monde sur l'esclavage. Il faut le dire, dans la mesure où, voilà, j'ai organisé des colloques au Bénin, aux Antilles, on a organisé donc à Paris, et donc le mot colloque ne me semble pas adéquat par rapport à ce qu'on a vécu ces 2 journées. Et peut-être que le terme rencontre scientifique sur tel ou tel sujet serait beaucoup plus approprié et ça donnerait beaucoup plus d'ampleur par rapport à ce que Jean a proposé sur une réflexion non pas supérieure à un colloque où il y a des thématiques précises, c'est très pointu des fois. Voilà, c'est ça que je voulais proposer. Ne pas utiliser le terme colloque. Très bien, donc on voit que les problèmes de terminologie continuent à peser sur notre débat. Bien. Jean, j'imagine que tu as envie d'une petite réponse sur le Brésil quand même, non? Je me sens attaqué. Non, je voulais répondre 2 choses sur le Brésil. La première, c'est que la production bibliographique brésilienne sur l'esclavage est aujourd'hui la plus importante au monde, plus que les États-Unis. On a la chance d'avoir avec Slavery and Abolition un répertoire annuel de la production bibliographique sur l'esclavage. C'est le Brésil qui est en tête. D'autre part, le Brésil a des revues en langue non portugaise, en langue française, en langue anglaise, etc., qui republient vers par exemple, la France et la francophonie, les résultats des travaux brésiliens. Donc, même chose sur l'Angola, sur le Mozambique. Il y a aujourd'hui les premiers doctorats angolais qui publient et sur l'esclavage. Donc, je veux dire, c'est presque un modèle, d'une certaine manière, ce qui se passe au Brésil sur la question de l'esclavage. Et n'oubliez pas que dès le début de ce siècle, en 2002, le Brésil a mis au programme du primaire et du secondaire la question de l'esclavage et la question de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique fait partie de l'histoire brésilienne. Je crois que c'est... Oui ou non, mais c'est impressionnant. On n'a pas ça en France. On n'a pas ça en Donc, France. Mais juste un mot pour finir là-dessus et pour redonner peut-être un projet. Quand je regarde ça, qu'est-ce qui a permis au Brésil d'aller si vite? C'est la possibilité qu'a eu le Brésil, grâce à des crédits internationaux, de mettre en ligne ses archives. Peut-être que ce dont nous aurions besoin aujourd'hui dans la francophonie, c'est de voir quels sont les coins opaques de la publication archivistique. On en a quelques-uns en France, par exemple, nos collègues haïtiens
réclament qu'on aille beaucoup plus vite dans la numérisation des archives de Saint-Domingue, et ils ont parfaitement raison. Mais alors, que dire ici? Ici, on aurait vraiment besoin que des institutions, je ne sais pas lesquelles, mais je pense à vous, imaginent la possibilité de soutenir des programmes, non pas tellement de publication de textes, parce qu'on sait les trouver, les textes. C'est pas un gros problème, mais des publications d'archives, qui sont beaucoup plus compliquées à faire. Et ça, ce serait une chance extraordinaire. Merci beaucoup, Jean. D'autres réactions, Ibrahima? Et sur les publications des archives, on peut se heurter à des difficultés juridiques ou je ne sais pas. On a l'expérience dans le cadre de carte du Centre africain de recherche sur les traites et les esclavages. Nous avons travaillé à numériser toutes les archives sur l'esclavage au Sénégal. Tout ce qui existe aux archives nationales, nous l'avons numérisé. Mais la direction des archives nous dit non, vous ne le publiez pas. Et je les comprends aussi, puisque si nous les mettons en ligne, l'autre ne viendra plus aux archives du Sénégal. C'est aussi simple que ça. Donc nous, on l'a fait pour faciliter aux étudiants, aux chercheurs de disposer des archives numériques. Ils n'ont plus besoin d'aller aux archives nationales, mais ils l'ont sur place. Maintenant, autre chose, le modèle brésilien, moi ça m'intéresse particulièrement après avoir entendu ce qui a été dit sur les recherches sur l'esclavage au Cameroun ou au Tchad. Je suppose qu'au Soudan, ça peut être peut-être pire encore. Maintenant, il faut un support institutionnel pour ça, qui ne le résoudra pas, mais en tout cas qui va pousser dans cette direction. Quand on crée une école historique, on publie un manifeste. Les Subaltern Studies, ils ont publié un manifeste. Moi, je verrais bien qu'un réseau africain de recherche sur l'esclavage publie un manifeste et fasse le plaidoyer auprès de l'Union africaine, CEDEAO, pour soutenir non seulement financièrement, mais politiquement des recherches en insistant sur le poids de ces héritages dans nos sociétés contemporaines. Je pense que ça, c'est quelque chose que politiquement, on doit porter. On avait fini. Hein. Alors, dernière, mais vraiment dernière. Hein. Un micro. Oui, c'est bon. Oui, justement, puisqu'on parle de l'Afrique, du Brésil, annoncer que nous avons un projet avec Barthélemy Togo, Banjul Station au Cameroun, un projet à la fois de rencontres et d'exposition autour des silences de la mémoire. Et donc, on a décidé donc, de le centrer autour de l'esclavage. Et c'est avec des collègues brésiliens et des collègues mexicains. Et je dirais qu'il faudrait profiter en ces moments que à la fois les romanciers africains et les artistes africains qui sont extrêmement visibles sur la scène internationale, qui sont extrêmement importants, qui travaillent, et pourtant ils choisissent de parler depuis l'Afrique, comme Barthélemy Togo par exemple. Il pouvait vivre dans le monde entier, il est demandé partout, il décide de créer un lieu au Cameroun et de partir toujours depuis l'Afrique. Donc du coup, je pense que l'art qui est tellement foisonnant en ces moments a beaucoup à apporter pour soutenir en fait les questions de l'Afrique, aussi bien de l'esclavage, de l'histoire de la mémoire. Donc les artistes, c'est fondamental. Bien, les artistes, c'est fondamental. C'était le mot de la fin. Bien. Il nous reste à remercier tout ce panel, si vous êtes d'accord. Je crois qu'il faut vraiment les remercier parce qu'ils ont fait des propositions. Il va falloir maintenant trier.
il va falloir réfléchir évidemment à tout ça. Mais en tout cas, un grand merci de tout cela. Merci. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous approchons de la clôture de ce colloque avec la contrainte de temps que j'ai donnée. Et donc, il reste maintenant à l'AUF et à la Fondation de dire ce qu'ils ont envie de dire, et en particulier la façon dont ils interprètent tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. Jean-François, c'est toi qui parles ou c'est lui? C'est lui? Non, pardon. Tu parles le premier. Hein. Protocole. Allez-y, oui. Je sais, vous êtes la patronne. Allez. Oui, je vous avais trouvé. Merci. Donc demain, visite de Gorée, rendez-vous à 9h à la sortie de l'hôtel pour aller en bus à l'embarcadère. On prend la chaloupe à 10h. On arrive à 10h30 et on a une visite organisée avec le conservateur de la Maison des Esclaves, M. Colli, et une réception par le maire de Gorée, Augustin Senghor. Puis un tour avec un guide, donc le guide local touristique, hein, mais vous aurez des collègues sénégalais qui vont peut-être vous éclairer d'autres manières. Puis un déjeuner, puis la visite du musée, il y en a plein de musées à Gorée, la visite du musée historique, et vous pouvez reprendre la chaloupe à 15h pour arriver